Bonjour à tous. Attendez. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un vol polaire interrompu en 1929, qui était une liaison prévue entre Stockholm en Suède et New York aux États-Unis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente une diapositive. Attendez, là. Voilà, je vous explique un petit peu ce que c'est sur le plan philatélique, et j'ai mis uniquement philatélique, donc pas sur le plan aéronautique ou autre, ce qu'est un vol polaire, qui peut être un vol qui a eu lieu, qui a été annulé avant son départ, qui a été interrompu ou qui s'est crashé. Donc, le vol est polaire sur le plan philatélique s'il remplit une des 5 conditions écrites en rouge. Je vous laisse le lire, je ne vous le dis pas. Donc, le vol qu'on va voir aujourd'hui, c'est un vol qui va, je vous fais un peu un résumé avant, qui était prévu de survoler et qui va survoler et atterrir au Groenland, donc région polaire arctique. Donc, c'est un vol polaire, même s'il a été interrompu. Donc, en 1929, le capitaine suédois Albin Arenberg, as de l'aviation suédoise, appelé couramment le Lindbergh suédois, ne cherche pas à battre un record, mais à établir les possibilités d'une ligne aérienne Stockholm-New York en survolant la région polaire arctique. Comme beaucoup d'autres pilotes de cette époque, Arenberg était fasciné par l'idée que la traversée de l'Atlantique via l'Islande et le Groenland était la meilleure solution avec le matériel volant existant. La route prévue devait les conduire par la Norvège, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland et enfin le Labrador avant d'atteindre New York. Le financement d'une telle tentative était un problème qui se posait à tous les pilotes de cette époque. Un jour, dans la rue, Arenberg rencontre un de ses anciens élèves, Axel Flodden. Arenberg lui fait part de ses soucis financiers et Flodden lui répondit sur le champ « Si vous me prenez comme copilote sur votre vol, je vous donnerai les 60 000 couronnes dont vous avez besoin. » En fait, cette somme ne s'avéra pas suffisante pour le grand bonheur des historiens postaux. Comme on va le voir un peu après, les fonds manquants viendront des collectionneurs et autres aérophilatélistes à travers une offre d'Uno Söderberg, le chef du tout nouveau bureau philatélique ouvert à la poste principale de Stockholm. Il fut donc décidé qu'un courrier spécial serait transporté par ce vol avec un coût additionnel de 20 couronnes, un affranchissement donc complémentaire, au bénéfice du financement du vol d'Albin Arenberg. Le vol transportera donc 9 enveloppes au départ de Suède. Ce sera le premier courrier aérien Stockholm-New York. Comme vous le voyez à l'écran, la plupart sont des enveloppes imprimées avec fac-similé ici des signatures d'Arenberg et de Flodden sous une photographie des 2 pilotes. Imprimé en bas à gauche, ici, vous avez premier vol d'essai, Stockholm-New York 1929. Imprimé en haut à droite, vous avez en suédois vol atlantique suédois. Arenberg a signé personnellement un certain nombre d'enveloppes, mais très peu sont signés par Arenberg et Flodden. Là, je vous en montre une qui a donc ici les signatures pré-imprimées et ici les signatures manuscrites. Donc, comme je viens de vous le dire, l'affranchissement complémentaire sera de 20 couronnes pour financer le vol d'Arenberg. Donc, sur les enveloppes correctement affranchies, on trouvera le tarif de 20,45 couronnes. Ici, vous avez, alors on verra après, ça peut être avec des timbres différents, mais vous avez les 20 couronnes au profit du vol, du financement du vol,
Et ici, vous avez les 45 heureux, 20 heureux pour une lettre, 25 heureux pour une lettre internationale et 20 heureux pour une lettre recommandée, comme celle-ci, donc avec l'étiquette recommandée. Quelques enveloppes ordinaires sont également transportées, comme celles que vous voyez actuellement. Elles sont issues d'un des deux bureaux de poste qui sont différents à Stockholm. On peut le voir sur les étiquettes de recommandation. Ici, sur cette diapositive, vous avez l'étiquette Stockholm 1 PFFS. Je vous ai mis ce que ça voulait dire PFFS. Et en français, ça veut dire comptoir pour collectionneurs au bureau de poste. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas couramment le suédois. Donc, vous avez également ici, recto verso, le bon affranchissement de 20 couronnes 45. Au recto, vous avez 2 couronnes 45, ici. Et au verso, vous avez 18 couronnes. Donc, 20 couronnes 45, et je vous rappelle ce que je viens de vous dire, qu'il y a 20 couronnes, donc la majorité de l'affranchissement, au profit du financement du vol. Ici, vous avez la deuxième étiquette. Je vous ai parlé des deux bureaux de poste. Le deuxième bureau de poste est dans la vieille ville. Je ne vous ai pas précisé que l'étiquette d'avant, le grand bureau de poste, était sur Vasagatan, à Stockholm. Et ici, donc, vous avez l'étiquette Stockholm 2. Le bureau de poste est dans la vieille ville sur Stora Nygatan. Et là, le petit texte qui est là sur la deuxième ligne signifie comptoir pour collectionneurs. Donc voilà les deux étiquettes recommandées qu'on trouve sur l'ensemble des enveloppes qui sont préparées pour le vol, que ce soit des enveloppes privées comme celle-ci ou les enveloppes entre guillemets officielles imprimées qu'on a vues avant. Un petit timbre à date. Voilà, vous voyez ici un petit timbre à date de Stockholm du 7 juin 1929 de la Poste de Stockholm figure à côté de l'affranchissement. Sur quelques courriers, rares courriers, on trouve la date du 8 juin. Voilà, donc une autre enveloppe également correctement affranchie du bureau 1 avec les signatures manuscrites d'Arenberg, du pilote, et pas celle de Floden, du copilote, comme on a vu tout à l'heure. Un cachet commémoratif que vous voyez ici au milieu et sur les timbres, que vous voyez un petit peu mieux ici. Un cachet commémoratif est apposé sur ces enveloppes en guise d'oblitération. Ce dernier représente à droite l'hôtel de ville de Stockholm, donc ici, et à gauche la Statue de la Liberté à New York, donc pour illustrer et symboliser le vol entre Stockholm et New York. Albin Arenberg, accompagné donc du lieutenant Axel Floden comme copilote et d'un opérateur radio Robert Ljunglund, ont décollé de Stockholm le dimanche 9 juin 1929 à 6 heures du matin, à bord de l'hydravion Sverige, qui veut dire Suède. Un Junker de type W-33, emportant le premier courrier officiel par avion au départ de Suède. Une foule importante était là pour acclamer les aviateurs, dont M. Leland Harrison, l'ambassadeur américain à Stockholm, qui était venu avant de prendre son petit déjeuner, compte tenu de l'heure matinale, pour assister au départ. Je viens de vous le dire, 6 heures du matin. Immatriculé SEABX, cet avion avait été acheté par la banque suédoise Servin, et pour la traversée, il avait été spécialement équipé avec 2 flotteurs métalliques déplaçant chacun 2840 litres et des réservoirs à grande capacité qui lui donnaient une autonomie de 7 heures. Le moteur était un Junker L5 6 cylindres refroidi par eau.
Au cours de la première étape, Stockholm-Bergen, l'équipage s'est livré à d'intéressantes expériences de radiophonie grâce à la présence à bord de Sven Jerring, envoyé spécial de la radio suédoise. Que vous voyez ici, c'est le grand qui est à droite d'Arenberg. C'est par un temps splendide que les aviateurs sont arrivés à Bergen, où ils ont améri dans le port vers midi. Les aviateurs très acclamés se sont déclarés très satisfaits de leur première étape. Au départ, l'avion était accompagné, au départ de Stockholm, l'avion était accompagné d'un autre avion à bord duquel avaient pris place plusieurs passagers, dont un technicien de l'aviation allemande qui se proposait de vérifier une dernière fois le Sverige à l'étape de Bergen. Ce second avion, toutefois, s'est perdu au-dessus des montagnes entre la Norvège et la Suède et a dû atterrir à Kristiansand. Il en est reparti pour Stockholm à 13 heures. Donc à Bergen, là où vous voyez l'avion d'Arenberg, le second avion n'était pas présent. Par suite de sa charge relativement élevée et de l'absence de vent, l'avion a éprouvé quelques peines à décoller à son départ de Bergen vers 15 heures. Des milliers de spectateurs ont acclamé les aviateurs suédois avant que l'avion ne s'éloigne en direction du nord-est. Selon les dernières prévisions météorologiques, les aviateurs auront lutté contre la pluie et le brouillard entre les îles Shetland et les îles Féroé. La station météorologique de Bergen a conseillé en conséquence aux aviateurs de suivre une route plus au nord. L'arrivée des aviateurs à Reykjavik, en Islande, ici, était prévue pour minuit. Leur séjour à Reykjavik sera de courte durée car ils ont décidé de tirer parti du bon éclairage existant l'été dans les régions arctiques pour prendre leur vol 2 heures plus tard, dans la direction d'Iviktut au Groenland, au sud de la côte occidentale du Groenland. Donc ici. Iviktut est célèbre entre autres par une importante mine de cryolite. Le capitaine Arenberg a déclaré quelques minutes avant son départ qu'il compte arriver à New York mardi soir le 11 juin. Mais l'histoire, comme souvent, en décida autrement. Après avoir survolé les îles Féroé, ils ont rencontré des vents violents et ont connu une fuite de carburant. À 18h30, le réservoir vide, Arenberg dut se poser à Skaptaros, petit port sur la côte sud-est de l'Islande. Donc, il était prévu d'arriver à Reykjavik, ici la capitale de l'Islande, et en fait, à court d'essence, ils ont améri ici à Skaptaros. En l'absence d'avions disponibles, 2 bateaux de patrouille sont envoyés sur place pour porter assistance et faire le plein. Le Sverige redécolla le 10 juin à 16 heures, mais encore une fois, il dut se poser avant d'atteindre Reykjavik. Il n'arriva dans cette ville qu'à 20 heures. Cette tentative transatlantique débutait mal. Cependant, le 11 juin, Arenberg partait pour le Groenland à 4h10 du matin. 4h10. À 4h35, donc 25 minutes plus tard, il était déjà de retour. À 6h, Arenberg, qui est tenace, reprenait le départ en direction d'Iviktut, départ de Reykjavik. 3 heures plus tard, il était de retour à Reykjavik. Après une ultime tentative de départ dans la soirée et une autre le lendemain matin sans succès, Arenberg décida d'attendre qu'un mécanicien de l'usine Juncker ait revu le moteur, car les pannes successives
était attribué à un défaut dans l'alimentation du moteur. On pensait également à une hélice mal équilibrée qui entraînait des vibrations importantes du moteur. On envisagea même l'idée de changer le moteur. Ce n'est donc pas avant juillet que cette tentative de vol transatlantique pourrait se poursuivre. Mais Arenberg et Flodden et Longilun, le radio, ne désespéraient pas. La preuve en est qu'ils vont embarquer à bord un courrier additionnel de 65 enveloppes réalisées majoritairement par K.A. Hansen, nom bien connu chez les aérophilatélistes, qui était le correspondant islandais du magazine The Airpost Journal, la publication de l'American Airmail Society. C'était le tarif de ce nouveau courrier, donc entre l'Islande et les États-Unis. Le tarif postal a été, comme vous le voyez sur le message tapé à la machine de Hansen, de 26 couronnes islandaises 0,5, 5 horas, qui se décomposaient ainsi: 25 couronnes 40 pour financer le vol, 35 horas, c'est les centimes de couronne pour le port, et 30 pour la recommandation. Vous voyez donc ici un 65 plis préparé donc pour cette deuxième liaison entre l'Islande et les États-Unis, puis recommandé donc au tarif de 26 couronnes 0,5. En dessous de la diapositive dans la légende, donc vous voyez ce que je viens de vous dire, comment se décompose l'affranchissement total. Donc ça, c'est la très, très grande partie des 65 enveloppes, d'après ce qui a été recensé jusqu'à ce jour, sont réalisées par Hansen. Et on trouve également, je vais vous le dire après, quelques autres enveloppes locales, préparées par des Islandais. En voilà donc une autre donc, qui vous présente également les 26 couronnes 0,5. Donc, celle-là était à l'étiquette de 365, pardon, celle que je vous montre, 380. Donc, d'après les numéros des étiquettes recommandées et ce qu'on a pu lire dans la littérature, on pense, comme je viens de vous le dire, qu'il y a eu 65 courriers réalisés pour cette seconde partie, donc Islande et États-Unis. Donc, ce courrier additionnel a été oblitéré le 9 juin, vous voyez ici, donc en avance, qui était à la date à laquelle les aviateurs devaient arriver dans la capitale islandaise, s'il n'y avait pas eu tous les incidents mécaniques dont je vous ai parlé précédemment. Un timbre à date supplémentaire, vous voyez en bas, à la date du 26 juin a été apposé, date supposée du départ de l'avion pour le Groenland, le Labrador et les USA. Donc, entre le 9 juin et le 26 juin, c'était la période durant laquelle il y aurait eu la longue escale donc, en Islande, dans la capitale de Reykjavik. Au verso de ces 65 enveloppes, on trouve une griffe 3 lignes ici, par Aviator Arenberg Flodden Island New York. On verra après les cachets américains. À part les enveloppes préparées par Hansen, on connaît 2 enveloppes, dont voici une réalisée par Sigurd Borgnionsson. Je ne suis pas très familier avec les noms propres islandais. Et une par le marchand bien connu Rossler. Donc voilà une des 2 répertoriées par cet Islandais. Je ne m'aventure pas à reprononcer son nom, je vous laisse le lire. Le changement de moteur
fut effectué le 9 juillet et le lendemain, le Sverige quittait l'Islande. Cette fois, le Groenland a été atteint sans autres incidents, mais à l'approche d'Iviktut, on l'a vu tout à l'heure sur la côte est du Groenland, l'avion a été soudainement pris dans une violente tempête et Arenberg en a perdu le contrôle. Voilà pourquoi je vous ai mis ce petit dessin humoristique. Le Sverige a rapidement perdu de l'altitude, mais cet as de l'aviation suédoise a réussi à reprendre le contrôle de l'avion pour enfin atteindre Iviktut. L'équipage avait subi de nombreuses contusions, du sang maculait leur visage, l'un des flotteurs avait été endommagé, le fil de l'antenne radio s'était enroulé autour du fuselage arrière. Pourtant, après quelques réparations, Arenberg et son équipage ont décollé du Groenland pour continuer le voyage vers le Labrador. On ne peut qu'admirer leur persévérance et leur courage. Mais les ennuis continuaient, hélas. Cette fois, une plaque de couverture sur l'une des ailes commençait à se déplacer et a forcé Arenberg à retourner à Iviktut. Pendant les réparations, un vent extrêmement violent a frappé à nouveau. Le gouvernail et les ailerons ont été gravement endommagés et les câbles de commande ont été étirés. Quelques réparations rudimentaires pourraient être accomplies avec des moyens locaux, mais le vrai problème était encore le moteur. Une dizaine d'heures semblaient encore nécessaires pour sa remise en état. Le 3 août, un essai désespéré a été fait pour atteindre le Labrador à seulement 900 km d'Iviktut. Avec un vent favorable, une vitesse de près de 200 km/h a été atteinte et tout semblait merveilleux au début. Mais rapidement, l'avion a rencontré du brouillard et des nuages sombres. Et l'avion s'est retrouvé au milieu d'un orage d'une extrême violence. À bord, l'éclairage électrique s'est éteint. Les instruments se sont tus. Le compas a perdu le nord et le moteur s'est mis à vibrer. En plus de tout cela, le poste de radio a commencé à brûler, mais le feu a été rapidement éteint. Quand l'avion est sorti des nuages, Arenberg a pu établir qu'ils étaient encore à l'est de la tempête et il a également vu que toute la côte était enveloppée de brouillard. Il était impossible de passer au travers et de faire un atterrissage en toute sécurité. Les aviateurs, malheureusement, ont alors décidé de retourner au Groenland. On était à quelques centaines de kilomètres du Labrador. Là, la triste décision a été prise de mettre un terme à cette tentative. L'avion sera démonté et rapatrié en Suède par bateau. Le courrier complémentaire, lui, sera acheminé à New York, également par bateau, avec un timbre d'arrivée du 11 septembre. Vous voyez ici, 11 septembre. Mais septembre 11, c'est souvent comme ça que les Américains écrivent les dates, le mois et le jour d'abord, le mois d'abord et le jour après. Donc, au bureau c'est le cachet au bureau des recommandés, registered. Les pilotes sont rentrés en Suède. Malgré l'interruption de ce vol, il reste d'une grande importance car cette route polaire entre le continent européen et le continent américain s'est révélée par la suite être la plus utilisée. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pu apprécier et peut-être pour certains découvrir ce vol peu connu, ce vol peu connu, mais qui a quand même une histoire postale à travers, d'une part, la première souscription qui a été faite au départ de Suède pour
à titre de pli témoin et également pour participer au financement. Et cette seconde souscription, une quantité plus petite, mineure, 65 plis seulement. Enfin, pour certains, c'est beaucoup, mais ça reste peu pour ce type de vol, pour, disons, attester de la traversée entre l'Islande et les États-Unis. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Serge. C'est un pli accidenté, donc on est dans le thème des accidentés aussi. Oui, enfin, c'est pas accident. Oui. Si, oui. Je ne sais pas bien quelle est la définition d'un pli accidenté. Ça va être l'introduction de ma présentation qui suivra. Ce n'est pas un accident au sens d'un crash. Oui, mais c'est… Incidenté, je dirais, moi. Oui, peut-être incidenté, oui. Oui. Ça sera l'introduction, parce qu'effectivement, de temps en temps, la découpe peut être un peu difficile à faire. Voilà, ben je te remercie, Serge. Je ne sais pas s'il y a des questions ou Oui. je ne connaissais pas du tout ce sujet. J'ai une remarque, Serge. Ce qui est intéressant sur ces plis, c'est qu'ils sont recommandés. Or, Oui. d'habitude, à cette époque, les postes étaient très réticentes à recommander des plis sur un avion